Bonsoir et bienvenue, c'est Equinox Soir, madame, monsieur. Entre le début du mois de mars, date de révélation du premier cas positif de Covid-19 et 7 mi-juillet où, selon les sources du ministère de la Santé publique, l'on compte 15 173 cas confirmés. La gestion de la pandémie du coronavirus par le gouvernement camerounais suscite de nombreuses interrogations. Le député social-démocratique Front, Jean-Michel Ninche, a une fois de plus monté au créneau. Pour lui, à défaut d'une commission parlementaire, l'on devait minimalement se contenter d'enquêtes approfondies sur la gestion des fonds Covid-19. Le président régional SDF Littoral pense que de graves soupçons de détournement, des délits d'initiés, de surfacturation et rétrocommission pèsent sur l'ensemble des opérations. Sur le terrain, après l'entrée en vigueur le 18 mars dernier des mesures gouvernementales pour limiter la propagation du virus, malheureusement assouplies le 30 avril dernier, les débits de boissons, les marchés, les transports en commun, les mesures barrières sont de lointains souvenirs. Pour beaucoup de Camerounais, la vie est redevenue normale, comme si le virus avait disparu. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Doufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Coronavirus, où en est-on au Cameroun? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Georges Borel. Bonsoir Georges. Bonsoir Alain Serge, bonsoir à mes deux copanélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, Georges Borel, secrétaire développement du PURS. Exactement. Voilà. Bonsoir maître Fabien Kenyé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers copanélistes. Bonsoir millions de téléspectateurs d'Equinox Soir, la chaîne du peuple. Je dois avouer que je suis ici comme un représentant du petit parti qui n'a cessé de décrier la gestion gouvernementale de la Covid-19 autant pour moi, et qui est, je crois, aujourd'hui l'objet du thème qui nous amène ici aujourd'hui. Voilà. En face de vous, docteur Patrick Rifoyer. Bonsoir, docteur. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et aux millions de téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, je reste avec vous, docteur Rifoyer. Le gouvernement, et plus particulièrement le ministère de la Santé publique, nous a habitués au début de cette pandémie au Cameroun à des sorties quotidiennes, des tweets depuis un certain temps. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Tiens pas, non? Pourquoi avoir décidé de changer de stratégie? Non, je ne dirais pas qu'il y ait eu sur le plan communicationnel un changement de stratégie parce que effectivement, si vous vérifiez sur la page Facebook du ministère, les points presse quotidiens continuent à être faits. J'ai vérifié que le point presse... On ne donne pas les chiffres. Oui, effectivement, je vais y venir. Oui. J'ai vérifié effectivement que les points presse de dimanche et de samedi avaient effectivement été faits. Le ministre a tweeté durant la semaine également. Mais depuis quelque temps, effectivement, les chiffres sur la progression de la maladie ne sont plus donnés lors de ces points presse. Je tiens à rappeler aux auditeurs... Pourquoi donc? On veut comprendre pourquoi. Oui, je tiens à rappeler aux auditeurs qu'il y a eu à un moment un débat qui avait effectivement enflammé surtout la twittosphère sur la question de la publication régulière ou non de ces chiffres. À la suite de ce débat, le ministre avait décidé de ne plus publier les chiffres lors des points presse qu'il faisait, mais n'empêche que les chiffres restent disponibles. Il avait d'ailleurs été personnellement interrogé sur cette question et il a rappelé que pour ceux qui veulent avoir les chiffres restent à disposition au COUSP. Donc nous avons les chiffres, par exemple, à date, je pense que nous sommes à un peu plus de 15 000 cas 15 000. pour 359
décès et nous avons un peu plus de 3000 cas actifs sur le territoire national à ce jour. Donc, les chiffres restent disponibles, même si le ministre a choisi de ne plus les énoncer lors des points presse quotidiens qui continuent à être faits. Ma question reste, docteur Ifoué. Pourquoi avoir changé de stratégie? La première ne payait pas? Non. Bon, certaines personnes ont estimé que les chiffres étaient anxiogènes, c'est-à-dire le fait de venir tous les soirs annoncer notamment le décompte macabre, parce que le débat a porté sur le décompte macabre. Et lorsque Jérôme Salomon, directeur de la santé, le fait en France tous les soirs? Oui, mais je vous ferai aussi observer que les Américains, à un moment, ils ont arrêté de donner les chiffres. Hein. Oui. D'ailleurs, le président, ils avaient totalement arrêté. Ils ont repris récemment. Donc, ils avaient totalement arrêté de donner ces chiffres. Donc, la France, effectivement, c'est un modèle, mais on voit bien que en la matière, il n'y a pas une école qui fasse consensus. Il n'y en a pas. Donc, le gouvernement avait commencé par énoncer les chiffres. Il y a eu une polémique. Certains ont estimé que ces chiffres étaient anxiogènes. Et donc, qu'il valait mieux ne pas les donner, mais ça ne signifie pas que les chiffres n'existent plus. Les chiffres continuent à être compilés et ils sont disponibles pour ceux qui veulent y accéder au COUSPA Yaoundé. Voilà, d'abord, Georges Bourrel, sur ce changement de stratégie. Bien. Vraiment anxiogène, les chiffres? Bien. Merci. Pourquoi avoir commencé d'abord? Je dirais tout simplement que c'est une cacophonie. C'est une cacophonie qui est observée. Parce que le bon sens souhaiterait que si vous démarriez un processus, que vous puissiez aller jusqu'à son terme. Et lorsqu'il y a modification de ce processus en cours de chemin, qu'on puisse également donner des raisons valables et des raisons qui sont tangibles. Parce que la raison qu'avait donnée M. le ministre à cette époque, et dont mon compagnie vient de rafraîchir ici, c'est qu'il nous faisait croire que pour éviter la psychose, on devrait donc arrêter de donner des chiffres. Mais seulement, je voulais dire, là, ils n'ont fait qu'augmenter la psychose. Parce qu'il vaut mieux, si on connaît déjà ce qui se passe, qu'on continue à dire ce qui se passe, au lieu de changer et ramener les personnes, les uns et les autres, les Camerounais, dans un noir total et dans une navigation à vue. Et ceci démontre justement la non-maîtrise de la politique communicationnelle de ce gouvernement et de ce ministère, et également la non-maîtrise à un moment donné de la Covid, même en général, dans son déploiement. Ce qui fait qu'on agit par tâtonnement, et comme on agit par tâtonnement, ça commence à devenir compliqué. Je vous dirais une chose qui est simple. Le directeur, je crois, de la maladie, nous dit dernièrement, lors de son point de presse, que si on n'a pas les chiffres, si on n'a pas ceci, des fois c'est parce que les chiffres sont en train d'être compilés. Mais attendez, nous sommes quand même à l'ère du digital. Non seulement nous sommes à l'ère du digital, mais en même temps, la téléphonie au Cameroun n'est plus la téléphonie qui était servie également, uniquement par Intelcam, parce que je ne parlerai pas de Camtel, par Intelcam, où il fallait justement avoir un poste fixe et puis attendre qu'on appelle à gauche, à droite. Aujourd'hui, en 5 minutes, vous pouvez avoir un Ngaoundal. En 5 minutes, vous pouvez avoir, en 2-3 minutes, vous pouvez avoir Figuil et autres. Et donc, par conséquent, j'ai trouvé également très léger que le directeur vient nous dire les compilations qui viennent de partout dans des centres au Cameroun, on les attend au niveau du ministère pour les compiler, pour les diffuser. Non, moi je pense que c'est un tâtonnement tout simplement qui aujourd'hui ne dit pas son nom. Et c'est ça le truc. Voilà, maître Fabien Kenyé. À l'époque, on sortait les chiffres tous les soirs. Ça vous rendait anxieux? Du tout pas, Serge. Maintenant, ça va? Comme on ne sort plus, vous êtes... du tout pas. Ça vous arrange? En effet, pour ce qui me concerne, je pense que c'est des comptes macabres. Oui. Comme l'a dit Dr Ifoué. Il fallait arrêter ça? Quotidien, il ne fallait peut-être pas arrêter. En ce qui me concerne ou nous concerne, nous disons, mais ça ne reposait sur aucune donnée statistique. Je crois qu'on peut en convenir. Jusqu'à présent, rendu, je crois, pratiquement à 4 mois, que la Covid-19 a pénétré cette pandémie, a pénétré le territoire camerounais. Aucun dépistage massif n'a jamais été fait de quelque manière que ce soit comme ça se voit ailleurs. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous connaissez certainement la polyclinique d'Aqua, qui est un démembrement de l'hôpital La Quintini. Je me suis rendu une fois à la suite du décès de mon frère. Donc lorsque j'ai pris son corps pour aller le déposer à la morgue, savez-vous, je vous révèle que je me suis rendu compte qu'il ne se trouvait plus qu'un seul malade
dans cette polyclinique qui est pourtant chargée des maladies respiratoires. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Tous les malades qui s'y trouvaient avaient pris la clé des champs, voyez-vous, dans un hôpital public. C'est de la même manière que tous les malades, naturellement, du fait même du manque de plateaux techniques, se sont rabattus vers les tradis praticiens qui cherchent des charlatans et dans les polycliniques privées. Donc l'État ne pouvait pas continuer ces décomptes qui ne reposaient du tout sur rien. Et voyez-vous, dans ces décomptes, ou dans ce projet de lutte contre la Covid-19, il nous avait entre autres été annoncé la production de la chloroquine qu'on attend toujours. Il nous avait été annoncé plein de choses. Il avait été créé un budget autour. Donc jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas le moindre compte rendu de l'affectation budgétaire. Or, en cette matière, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une pandémie dont personne ne veut, ou qui a tout au moins mis tous les cabinets d'accord ou les a réduits, chacun a sa plus simple expression en ce que nous n'avons plus eu droit aux évacuations sanitaires sur le dos des Camerounais. Tout le monde s'est retrouvé là. Et naturellement, pour éviter le ridicule, il ne s'agit pas de la psychose. Le ministre a cru devoir arrêter ces décomptes macabres, nous donnant naturellement raison. Donc pour vous, c'est une non-maîtrise des chiffres? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je l'ai dit, preuve à l'appui, ça ne reposait sur aucune statistique. Il n'y a jamais eu de dépistage massif. Et voyez-vous, lorsque cette pandémie a eu pénétré le sol camerounais, le brillantisme professeur... on devrait plutôt dire que ça ne reflète pas la réalité. Ça ne reflétait c'est l'expression à la mode. Ça ne reflétait aucunement la réalité. Vous voyez, c'est-à-dire le gouvernement camerounais aime bien citer. Il m'a dit souvent de ne pas confondre le gouvernement camerounais et RDPC, bien que ce soit l'État parti RDPC. Ils aiment bien citer les beaux exemples. Comme le docteur Rifoué venait de faire cas des États-Unis. Là-bas, lorsqu'on vous parle des statistiques, c'est fiable. On peut vous dire qu'on a testé les populations dans tout un État ou dans tout un quartier. Cela n'a jamais été fait chez nous. Et comme je le disais tout à l'heure, dès que cette pandémie a eu pénétré le territoire camerounais, son essence, le brillantisme, le professeur Maurice Kamto a attiré l'attention du peuple camerounais ou des gouvernants qui gouvernent aujourd'hui, des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui par usurpation, ou par usurpation autant pour moi, sur le danger que nous courions. Voyez-vous. Et ils n'ont pas pris cela en compte. Nous avons pris des dispositions nécessaires pour venir en aide même à ces populations à travers l'opération suivie que vous connaissez. Vous savez quelle bataille, quelle guerre féroce nous a été livrée par rapport à ça. Et nous voulions, dans ce cadre-là, aider l'État camerounais, tout au moins. Survie s'est déployée quand même, non? Mais à quel prix, Serge Alain Tour? Nos comptes même ont été bloqués. Du MLC, dont le suivi Cameroun n'est même pas un démembrement. Le compte du MLC a été bloqué du simple fait que nous ayons exprimé la volonté et pris des dispositions pour aider le peuple camerounais à surmonter cette pandémie. Si un État en est venu, ou les gouvernants en sont venus à refuser ce genre d'initiative, comment pourrez-vous penser qu'ils avaient la maîtrise de quoi que ce soit? Ils n'ont jamais rien eu comme maîtrise, autant pour moi. Docteur Rifoué, oui. Vous voulez rebondir ou bien... L'honorable Nietzsche, il dit que voilà, une session parlementaire, la session de juin vient de s'achever, mais pas de traces du ministre de la Santé. Comment expliquer ça? Effectivement, je ne sais pas s'il y a eu des questions qui étaient adressées au ministre de la Santé, encore que dans ce cas, le Premier ministre peut toujours répondre à la question, mais... Le Premier ministre va répondre à la place du ministre de la Santé? Ça peut arriver. Le Premier ministre peut répondre aux questions adressées à tous les ministres. Ça, c'est le principe. Maintenant, si le Premier ministre ne souhaite pas répondre, le ministre titulaire est chargé de le faire. Maintenant, je crois que... S'il peut donc répondre à toutes ces questions, pourquoi lors des réunions par rapport à cette pandémie, il demande au ministre de la Santé de lui faire le point? Si le Premier ministre peut aller répondre devant les représentants du peuple. Mais il n'y a absolument pas de contradiction là. Le suivi quotidien est fait par le ministre de la Santé sous la supervision du Premier ministre. Mais c'est ça que les députés demandaient. Oui, j'y viens. Je crois que cette session parlementaire a été l'occasion de la ratification de
l'ordonnance rectificative du budget. Donc il me semble que dans ce cadre-là, des échanges autour de la stratégie gouvernementale du Covid ont eu lieu. Donc je suis surpris de la sortie de l'honorable Nietzsche. Je suis surpris de la sortie de l'honorable Nietzsche. Maintenant, il est coutumier des sorties intempestives. Hein. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a fait le gouvernement depuis que cette depuis crise, depuis 2000. le 17 mars. Depuis le 17 mars, le gouvernement a fait face à une situation qu'on appelle en matière de gestion de crise, une situation d'inconnu. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas le phénomène et vous ignorez même les conséquences du phénomène. Et quand on fait face à ce type d'occurrence, il est possible qu'il y ait des atermoiements. Ça, nous ne faisons pas exception à la règle. Donc, faire le procès au gouvernement d'avoir changé de braquet en cours de route, je dis, c'est totalement injuste. Personne ne connaissait... Mais vous dites bien que c'était un saut dans l'inconnu, mais à partir du moment où la date du 30 avril, lorsque c'est parce que le gouvernement maîtrisait déjà la chose qui décide l'assouplissement. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas une connaissance parfaite à la fois du fonctionnement de ce virus, mais également de ses conséquences potentielles. On continue à le découvrir tous les jours. Maintenant, il y a également une évolution des connaissances que nous acquérons. Voilà, au jour le jour. Donc, moi, ce que je constate, c'est que le gouvernement a pris des mesures qui étaient des mesures courageuses. Quand la pandémie est arrivée, on avait moins de 50 respirateurs. Aujourd'hui, nous avons plus de 400 respirateurs. Et je mets au défi quiconque, nous n'avons pas, en termes de malades sous assistance respiratoire, nous n'avons pas 400 malades sous assistance respiratoire. Sur l'étendue du territoire? Voilà, sur l'étendue du territoire. C'est-à-dire que sur ce point-là, nous sommes quand même, il y a eu une évolution qui est une évolution sensible. Un certain nombre de sites, et là je suis encore sur la réponse sanitaire, un certain nombre de sites ont été aménagés en dehors des formations hospitalières qui avaient été dédiées. Vous avez fait un tour au stade de Mbappé-Lépé, là? Oui, Mbappé-Lépé n'est toujours pas prêt, mais d'autres sites... C'est après le passage? Mbappé-Lépé reste en aménagement. Depuis mars? Oui, malheureusement. Vous savez ce qui manque là-bas? Non, je ne peux pas répondre à cette question. D'autres sites, en revanche, sont prêts. Je crois que vous avez dû le constater. Oui. Orca est prêt, le stade militaire est prêt. Et qui plus est, dans la nouvelle stratégie qui a consisté à décentraliser, il ne s'est plus simplement agi pour le gouvernement d'aménager les sites dans la ville de Yaoundé-Douala. Il y a des sites qui sont en train d'être aménagés dans les 10 capitales régionales. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été pris. Le traitement est gratuit. Les tests sont aussi gratuits dans les formations médicales dédiées. Donc, si vous allez dans une formation privée, et que cela vous est facturé là-bas, ça vous engage parce que chaque individu, chaque citoyen est quand même libre de choisir la formation sanitaire qui lui sied. Donc, nous avons une situation qui est globale. Vous pouvez jurer que les tests sont gratuits? Les tests Nous avons reçu des messages aujourd'hui. On ne va pas nommer la formation hospitalière. J'espère que vous avez vu cet élément. Effectivement. Dans la ville de Douala. Oui. Vous avez vu, vous continuez de dire que c'est gratuit? Le principe, c'est la gratuité. Et je crois d'ailleurs que le ministre qui a été saisi de la situation a indiqué que des brigades mixtes mobiles allaient être déployées, c'est-à-dire ministère de la Santé et DGSN, parce qu'on se rend compte que certains personnels sanitaires continuent à abuser de la fragilité des citoyens pour leur facturer des prestations qui, sur le principe, sont gratuites. Donc, les populations doivent faire remonter ces informations afin que le ministre agisse en conséquence et que ces personnels soient sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur. Autre chose, nous avons des personnels qui sont mobilisés et qui payent un lourd prix parce qu'ils sont en front line de cette crise. Oui. Le président de la République a pris sur lui de relever leur âge de départ à la retraite. Et puis, pour sortir de là, nous n'avons pas seulement affaire à une crise sanitaire. Derrière la crise sanitaire, c'est le cheval de Troie d'une crise économique. Il y a un certain nombre de mesures économiques qui ont été prises par le gouvernement pour accompagner les populations en difficulté. Vous avez constaté, comme moi, que le président a signé un décret qui relevait les droits à pension conformément aux décisions qui avaient été prises récemment. Donc, le gouvernement reste mobilisé pour faire face à cette crise. Et je note que si la situation n'était pas maîtrisée, je pense que, comme dans certains pays, on aurait des cadavres qui s'empileraient. Mais aujourd'hui, je peux le dire, nous allons être en surcapacité. C'est-à-dire que les capacités d'accueil que nous avons développées
il faut se poser la question de leur devenir ultérieurement parce qu'elles ne risquent pas de nous servir. Parce que Maître Kenyela dit, effectivement, il est possible que des gens soient allés se faire traiter chez des tradipraticiens. Mais s'ils ont trouvé la guérison là-bas, tant mieux. Nous sommes dans un pays où le pluralisme médical existe. Donc, ils font partie des guéris dont on nous fait souvent... ça, je n'en sais rien. J'explore son hypothèse. Je considère que si des gens sont allés chez des tradipraticiens et qu'ils y ont trouvé la guérison, c'est une bonne chose. Ça permet de mettre en avant la qualité de notre médecine traditionnelle qui est reconnue par l'OMS depuis 1977. Donc, il n'y a pas de honte à le reconnaître. Ces personnels-là font partie du dispositif global de réponse et s'ils apportent une aide et un support au système sanitaire conventionnel, il faut s'en féliciter. Ok. Georges Boré, justement, vous avez dû le constater depuis quelques jours, on m'a même dit depuis quelques semaines, il y a tout le monde l'a constaté, un relâchement au niveau des mesures barrières. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On a dit c'est fini, Corona, il est parti. Bien, Serge Alain, je crois que... Qu'est-ce qui peut expliquer ce relâchement? Bien, Serge Alain, si vous me permettez, je vais d'abord revenir un peu en arrière avant de répondre à votre question pour faire comprendre au docteur Ifo que je pense qu'avant qu'on ait le premier cas de Covid-19 sur le territoire camerounais, le ministre de la Santé et son état-major nous avaient dit qu'ils étaient déjà prêts et qu'ils avaient pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir pallier à tout cas éventuel de Covid sur le territoire. Et donc, lorsqu'il nous dit ici que nous sommes allés de découverte en découverte, c'est-à-dire eux ils sont allés, le gouvernement s'entend de découverte en découverte, pour se rendre compte plus tard qu'il y avait des choses à faire et autres. Et j'ai dit quelque part, il faut qu'on évite de se moquer des Camerounais. On a l'art au Cameroun de pouvoir faire des entourloupes et de penser que nous sommes des dindons ou des canards sauvages qui n'avons pas toujours la maîtrise de nos cerveaux. À partir du moment que cela a été constaté, il advient que toutes les étapes que le ministère a suivies de ce mois de mars jusqu'à ce jour n'a relevé que du tâtonnement. Nous sommes partis quasiment, et j'arrive à votre question, aujourd'hui vous observez carrément qu'il y a un relâchement total. Pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 jours, si mes souvenirs sont exacts, on a vu le gouverneur du littoral être dans un quartier de Douala qu'on appelle, je crois, Madagascar, dans justement cette sensibilisation qu'ils ont orchestrée de la Covid. Il s'est rendu compte que personne n'avait le masque. C'est-à-dire, et le marché qui environne ce quartier, marché Dakar, et voilà, Dakar, et également le quartier, il n'avait pas de masque. Il a tellement, et c'est en ce moment qu'on nous amène un folklore, comme quoi on commence à partager les masques. Voyez-vous, est-ce que vous pensez concevable qu'en juillet 2020, pour une pandémie qui a démarré, donc le premier cas a été constaté au Cameroun en mars, qu'on se retrouva avec des quartiers, des parts entiers des quartiers comme Douala, où il n'y a pas de masque, où on n'a pas de... Pourtant, nous avons vu des dons présidentiels, nous avons vu des dons, je ne sais pas, qui venaient de la planète Mars et tout, qui nous ont pollué la télévision à travers tous les événements qu'on a voulu bien nous faire croire. Alors, on se dit aujourd'hui, le relâchement est fait par les populations, tout simplement parce que le politique lui-même relâche, tout simplement. Pourquoi le politique avait annoncé des mesures coercitives parce qu'il n'a pas sanctionné. Oui, mais le politique relâche à partir de quel moment? Lorsque vous décidez de fermer les bars, vous décidez de fermer des lieux de villégiature et tout, et que quelques jours après, parce que justement le problème économique, comme disait mon compagnon Refoué, se pose et qu'on constate justement qu'on est en train d'aller vers la dérive et qu'on décide de rouvrir tout cela, moi je me poserais une question. Lorsqu'à un moment donné, un ministre dit qu'il faudrait qu'une personne qui va dans un bar, dans un snack ou dans une boîte de nuit puisse aborder son masque. Vous pouvez boire une bouteille de bière avec un masque? Pouvez-vous manger avec un masque? À un moment donné, vous êtes amené à l'enlever. Et donc, à partir de ce moment, il y a eu la situation a été dénaturée. Les mesures qui ont été prises, il vous souvient qu'on a eu des rumeurs où on nous disait 100 masques équivaut à entre 2000 et 6 000 de pénalités.
Mais le même soir, on nous a pondu des lettres circulaires de Yaoundé pour nous dire non, il faut se soir d'abord à ces mesures, demandant au préfet et au sous-préfet de se soir à ces mesures, et que non, il ne fallait pas sanctionner, qu'il fallait rester juste dans les sensibilisations et autres. Et observez un peu la situation. Vous voyez les policiers et les gendarmes qui sont amenés à assurer notre sécurité. Vous voyez encore un avec un masque. Pas plus tard que hier, quand je rentrais chez moi vers 23h, il y a une patrouille de police qui s'est arrêtée pour justement faire son travail. Il y a près de 7 policiers qui sont descendus de ces pick-up. Aucun n'avait un masque. Vous aviez le masque? J'avais mon masque. J'ai toujours mon masque d'ailleurs. Et donc, à partir de ce moment, il est clair que la population se rendant compte qu'au niveau même déjà étatique, et vous pouvez constater avec moi, on a un chef de l'État qui, à chaque fois, quand il reçoit ses invités, n'aborde pas de masque. Bon, peut-être c'est pour nous montrer un signe de vitalité, mais le bon sens aurait souhaité quand même qu'il puisse aborder un masque pour pouvoir envoyer un message auprès de sa population et dire voilà que les mesures barrières continuent d'être respectées, ce qui ne se fait pas. Et donc ce relâchement est dû à ça. Et on a donc pu augmenter, on a donc pu constater justement l'explosion des cas. Aujourd'hui, nous sommes à 15 000 et poussières de cas. Et le directeur de la santé nous disait encore l'autre jour, il s'exclamait, moi je le voyais, je ne sais pas si des fois à un moment donné, il a dû faire du théâtre dans sa vie, je le voyais s'exclamer, oh le fameux pic, est-ce que le fameux pic a été atteint ou n'a pas été atteint? Il nous pose la question. C'est nous qui nous pose la question. Il nous pose la question à nous. Okay. Et donc, j'étais devant ma télé. Et vous avez répondu, vous avez répondu? Non, j'étais devant ma télé. Ah, okay. Je ne peux pas répondre. Et je me disais devant ma télé, mais ce monsieur, il est directeur quand même de la santé. J'estime quand même qu'il a un background qui lui permet d'être là-bas. S'il vient nous poser la question, nous dire ce fameux pic, est-ce que l'avons-nous atteint ou ne l'avons pas encore atteint? Mais c'est monsieur, je suis ministre, je le faisais sauter de ce poste à l'immédiat. Parce qu'en termes de communication, monsieur le docteur, il faut la relever, en termes de communication de crise, chaque mot a sa place et il faut faire attention parce que chaque mot qu'on place est également une source capable de créer une autre crise au-delà de la crise par rapport à la psychose que les Camerounais ont aujourd'hui. À partir de ce moment, vous êtes d'accord avec moi qu'au Cameroun, aujourd'hui, on se dit que la Covid est terminée. Et donc, par conséquent, les uns et les autres peuvent se vaquer à leur villégiature tout bon. M. Kenyé, pour vous, qu'est-ce qui explique ce relâchement? Vous voyez comment les Camerounais se comportent depuis un certain temps, surtout depuis le 30 avril. Serge Alain, en réalité, il faut bien se féliciter que pour une rare fois, je crois les dieux de l'Afrique, ou le dieu tout court, a décidé de prendre en charge le destin de l'Afrique. Sinon, il y aurait hécatombe. Une hécatombe indescriptible. Vous êtes sans ignorer la cacophonie qui a présidé autour de la gestion de la Covid-19 au niveau du Cameroun. N'eût été la pharmacopée traditionnelle, le concours des hommes, comme Monseigneur Samuel Klida, je ne sais pas où nous en sommes. On ne peut pas compter le nombre de personnes aujourd'hui qui sont guéries de sa potion magique. Je crois que j'en ai un témoignage à faire. Et en passant, je lui dis un grand merci. J'essaie grâce au docteur Rufoué d'avoir reconnu que beaucoup de personnes se sont rabattues vers la médecine traditionnelle. Il confirme ainsi que les statistiques qui ont été données ne reflétaient rien du tout. C'est Alain, voyez-vous, un internaute a dit, je crois que cela a fait le buzz dans la toile, qu'il a fallu par exemple que la Coupe d'Affaires des Nations soit sollicitée par le Cameroun pour que ça n'ait plus lieu. Parce qu'avant la Covid-19, la Coupe d'Affaires des Nations ne s'organisait plus du simple fait que le Cameroun avait demandé à le faire. Qu'on en soit aujourd'hui, à parler du stade Bapelépé, qui est encore en préparation. Vous imaginez, après 4 mois, que cette pandémie a pénétré le sol camerounais. Alors que nous avons vu en Occident, les gens qui sont soucieux de leur population, construire des hôpitaux en un jour. Comment un gouvernement sérieux peut-il encore aujourd'hui nous dire à sa population qu'il en est encore à mettre sur place des infrastructures sanitaires pour prendre en charge sa population, alors que sous d'autres cieux, la pandémie atteint le pic, n'est-ce pas?
à régresser avant que les gens ne commencent à déconfiner. En réalité, le gouvernement camerounais n'a jamais pris cette affaire au sérieux. C'est pour cette raison que la population ne lui fait plus confiance. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un cas, vous pouvez vous y rendre, vous verrez, de la polyclinique d'Aqua. Vous n'avez trouvé aucun malade là-bas. Pourtant, ça devait être un centre spécialisé, parce que la COVID-19 semble que les manifestations les plus graves, ce sont des problèmes respiratoires. La population a pris son destin en main, est rentrée dans les cliniques privées, chez les tradipraticiens, parce qu'elle ne peut pas faire confiance à notre gouvernement. Voyez-vous, Serge Alain. Okay. Voilà. Docteur Ife, vous êtes enseignant de communication à l'université Douala. Est-ce que pour vous, le gouvernement a assez communiqué autour de cette pandémie, sur les risques par rapport à ce relâchement? Le gouvernement... Est-ce que la population est véritablement consciente de ce que le virus est toujours là, présent? Je pense que le gouvernement fait ce qu'il fallait, ce d'autant que nous sommes dans un contexte mondial où la médiatisation autour du coronavirus était telle que nous y avons été plus ou moins exposés en dehors de la communication gouvernementale. Nous recevons quand même des informations, que ce soit des médias nationaux, Equinox et vos concurrents, et des médias internationaux, ainsi que sur les réseaux sociaux, qui nous permettent d'être suffisamment sensibilisés sur la réalité de cette pathologie. Donc, la question du relâchement ne s'explique pas par l'insuffisance de la communication gouvernementale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes ici face à une problématique de changement de comportement. Et moi, j'ai l'habitude de dire que l'exception, c'est de changer de comportement. Ce d'autant que vous avez un espace-temps aussi limité que celui-là. Lorsque vous optez pour la pédagogie, ce qui a été l'approche du gouvernement, qui, conscient de la situation économique dans laquelle la Covid nous avait plongé, ne pouvait pas se permettre de taper encore les Camerounais au porte-monnaie. Lorsque vous optez pour une approche pédagogique, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait beaucoup de résistance. Donc, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Je voudrais indiquer deux choses très rapidement. Le Global Security Index est un indice qui permet de positionner les pays par rapport à leur capacité à faire face aux pandémies. Et dans ce classement-là, le Cameroun est 115e. Les États-Unis sont premiers. Hier, leur pic, ils ont atteint un sommet de contamination avec plus de 60 000. Ils sont à plus de 3 millions de contaminés. Donc, je pense qu'il faut rester modeste. Nous ne sommes que 115e, mais nous avons un taux de létalité de 2,2%. Nos résultats ne sont pas mauvais. Et je comprends la gêne de Maître Kenyé, qui est obligé de remercier les dieux parce qu'il ne peut pas se permettre de féliciter le gouvernement. Bon, je suis désolé, je suis désolé, maître. Vous allez bien être obligé de reconnaître que malgré quelques atermoiements, la stratégie du gouvernement est une stratégie efficace. Parce que la réalité est celle-ci. Les mesures barrières, ainsi de suite, ne visent pas à arrêter la circulation du virus. Elles visent à en réguler la circulation au sein de la population, de sorte que les formations sanitaires soient capables de prendre en charge le nombre de malades. Or, sous ce rapport-là, ce que le gouvernement a fait lui permet de gérer l'afflux qu'il y a eu jusque-là. Et vous vous plaignez du fait que Mbappé ne soit toujours pas prêt. Mais nous sommes aujourd'hui capables de prendre en charge tous ceux qui sont malades. Je tiens à vous rappeler, maître, qu'il y en a qui sont dans les logements sociaux en Banga Bakoko. Vous avez parlé de Mbappé. Voilà ce que dit Jean-Michel Nietzsche. Sur le stade de Mbappé, centre agréé Covid-19, n'a pas de lit, pas de toilettes. Et pour cause, un contrat de location de toilettes dont le coût de 100 millions par mois semble poser problème. Oui, ça, je ne peux pas, je n'ai pas connaissance des conditions contractuelles qu'il y a eu entre le ministre de la Santé et les différents prestataires qui ont permis d'aménager ces espaces-là. IASA est prêt, Mbappé manifestement n'est pas prêt, à Yaoundé les deux centres sont prêts. On ne peut que regretter que Mbappé ne soit toujours pas prêt. Mais je dis, nonobstant cette situation-là, aujourd'hui nous sommes en train d'arriver dans une situation où nous serons en surcapacité. C'est-à-dire que les infrastructures qui sont en train d'être aménagées nous permettent de prendre davantage de cas que ceux que nous avons. Et
le ministère a mis sur pied une stratégie qui est une stratégie simple qui semble porter ses fruits. 3 T. Tester, traquer, traiter. Je pense que vous avez reçu le docteur et toi ici qui vous a indiqué que désormais, même les cas asymptomatiques sont traités. C'est-à-dire, c'est dit jusqu'où va le gouvernement. On n'attend plus simplement de prendre en charge ceux qui commencent à faire la maladie. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dépisté, même si vous êtes asymptomatique, on vous met sous traitement. Vous les dépistez. Et, maître, vous me laissez développer, s'il vous plaît. Allez-y, docteur. Mais je veux bien savoir où vous les dépistez. Mais, les cas asymptomatiques, soyons sérieux. Vous les dépistez. Attendez, un cas du moment où asymptomatique. il n'y a pas de dépistage massif, vous les détectez. Du moment où ils ne font pas la maladie, vous les voyez où? Mais maître, ne pas faire la maladie, ça ne signifie pas qu'à partir du moment où... Juste savoir où Maître, vous les retrouvez. Maître, Docteur, asymptomatique, ça ne signifie pas que le virus ne se trouve pas dans votre vous ne organisme. faites pas la maladie comme Voilà. vous. Mais vous les retrouvez où? Justement, quand on dit tester, traquer et traiter, c'est bien que lorsqu'on vous a traité, si on me teste et que vous êtes dans mon environnement, vous commencez à être suspect. Donc vous êtes susceptible, vous aussi, d'être testé et d'être déclaré positif, même si vous ne faites pas la maladie. Donc ça ne doit pas surprendre que même les cas asymptomatiques soient connus aujourd'hui. C'est une stratégie qui porte ses fruits. Depuis près d'un mois, le nombre de malades en circulation tourne autour de 3000, 3500. C'est-à-dire qu'il reste constant. Le nombre de décès, lui, a baissé justement du fait qu'aujourd'hui, on n'attend plus de prendre en charge les malades en situation critique. Donc, je crois que, même si Maître ne veut pas le faire, vous devriez féliciter le gouvernement qui a été courageux, qui en plus a pris la décision de renvoyer les enfants à l'école. Nous sommes aujourd'hui en train de terminer l'année académique. C'est une autre bonne nouvelle. Le gouvernement est à féliciter et nous, au RDPC, parti proche du gouvernement, pas parti au gouvernement, comme vous semblez, parti proche du gouvernement, nous félicitons le gouvernement pour cette stratégie qui porte ses fruits. Voilà, justement, Georges Borrell, cette stratégie pour vous, est-ce que le gouvernement a répondu favorablement à la riposte gouvernementale face à cette pandémie? Bien, il me souvient Comment que... vous la trouvez? Il me souvient que, par rapport à la dernière phrase du docteur Fouet, que pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 semaines, des cas de Covid ont été détectés dans une école au niveau de Bamenda. Bamenda, oui, 2 cas. 2 cas qui, après test, se sont avérés devenir 12. Nous dit-on ont été pris en charge. Maintenant, il y a des centres qui ont été aménagés, nous dit-on, juste de nom. À ce que je sache jusqu'aujourd'hui, au cas, la dernière fois où on nous faisait l'interview, on nous présentait au cas était en disposition de pouvoir recevoir les malades, mais n'avait pas encore de malades. Était déjà en capacité de recevoir des malades. L'hôpital militaire, il y avait un problème de ventilation et autres qui se posait. Et donc, à un moment donné, celui qui avait gagné le marché n'avait pas encore eu la capacité de livrer. Donc, également, c'était pareil. Je ne parle pas de Mbappé Lépé, parce que là, je pense que là, c'est out. À partir de ce niveau, on est en même temps amené à se poser les questions. Il y a des sommes énormes qui ont été prononcées. Il y a des budgets assez costauds qui ont été déployés. Où est-ce que cet argent est parti? Cet argent a servi à quoi exactement? Pour quel résultat? Le docteur Refo nous dit il faut traquer, il faut détecter, je ne sais pas, l'autre était, il faut traiter. Voilà. À ce que je sache aujourd'hui, quand vous arrivez dans Douala, on nous a fait savoir qu'il y a quelques points. À Douala premier, à gauche, à droite. Serge Alain, vous êtes-vous déjà rendu là-bas? Moi, j'ai eu la décence de m'arrêter un peu au niveau de l'école publique. Okay. Hein. Ok, on va revenir. Parce que, okay. Oui, allez-y, vous pouvez continuer. Allez-y. Au niveau de l'école publique, justement pour voir un peu comment un de ces centres fonctionnait, qui est logé à l'école maternelle. Et vraiment, c'est une embrouillamini totale. C'est à la limite même, on est amené à se poser la question si c'est des personnes sérieuses qui pensent faire ce type de choses. Et je dirais au docteur... Vous avez dit école
l'école maternelle, l'école des deux, là. Oui. Après, le commissariat. Oui, commissariat 9e. 9e. Et je dirais au docteur Ifoué, monsieur le docteur Ifoué, la prise en charge au Cameroun, elle se paye. Elle se paye. Aller à l'hôpital de Nouvelle, aller dans les autres hôpitaux, ça se paye. Et donc, par conséquent, la gratuité qu'on nous dit n'est qu'une chimère. Et il faudrait véritablement que cette gratuité commence à devenir quelque chose de sérieux. Merci. On revient après le journal parce qu'il est là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, un député de l'opposition, notamment l'honorable Jean-Michel Nitieux, fait l'autopsie de la gestion du Covid-19. Il critique les mesures prises par le gouvernement, s'insurge contre l'attitude du ministre de la Santé publique concernant à la fois la décentralisation de la réponse sanitaire et de nombreuses insuffisances observées dans le système de santé qui était censé être renforcé pour faire face à la pandémie de Covid-19. Tenez-vous bien, alors que le gouvernement souhaite organiser les compétitions africaines de football, il vient de décliner l'organisation des demi-finales de la Champions League africaine, invoquant la montée du Covid-19 au Cameroun. Pourtant, la CAF avait sollicité le Cameroun pour abriter les demi-finales de cette compétition africaine de football. Vous verrez les conséquences du Covid-19 sur le monde du football dans le journal de 20h. Nous évoquerons également les orientations budgétaires de l'année 2021. La circulaire du président de la République a été passée au crible par des experts en finances publiques, des experts en fiscalité. Ils estiment qu'il y a de nombreuses incertitudes et également des choses qu'il faut revoir pour prendre en compte le secteur privé dans la relance de la croissance économique. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons également de Pius Njabwe. Vous le savez, il y a 10 ans qu'il était décédé de suite d'un accident survenu aux États-Unis. Aujourd'hui, l'éditorialiste Aman Mana du quotidien Le Jour a été invité à lui rendre hommage au messager. Equinox se joint à cette initiative. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, dans quelques instants, le 20h le plus attendu de la planète. Tout de suite derrière, ce sera Equinox Soir. Deuxième. Retour sur le plateau Equinox Soir, madame, monsieur, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Georges Borrell du PURS, Dr Ifoué du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et maître Fabien Kenyé du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maître Fabien Kenyé, Japoma, ça s'éloigne davantage. Hein? Bien entendu. Ça veut dire quoi on parlait des chiffres tout à l'heure. Les chiffres ne font qu'augmenter. On a vu le président de la FECAFOOT dire qu'il vaudrait mieux limiter les dégâts, éviter qu'on organise ce Final Four qui devait rassembler les équipes, les demi-finales, ensuite la finale de la Champions League africaine. Serge Alain, si vous le permettez, avant d'y répondre, je voudrais humblement évoquer la mémoire de votre défunt confrère, Pius Njabwe, qui a suscité en moi une certaine vocation, parce que j'ai été témoin de son procès à la suite de la une de son journal dans lequel il s'était posé la question sur un malaise que le chef d'État avait eu pendant que se déroulait, je crois, une finale de la Coupe du Cameroun. De la Coupe du Cameroun. Et ça lui avait valu, pour simplement poser cette question, 2 ans de bagne. Et je dois dire, quand je dis qu'il a suscité ma vocation, c'est ce qui me pousse encore aujourd'hui à être membre du MLC, dont son excellence, le ancien professeur Maurice Kamto, le président élu, poursuit les idéaux, parce que je crois que c'est le MLC qui aujourd'hui incarne suffisamment, en dehors de toute contestation, le combat qu'il a mené, donc il n'a pas mené en vain. Pour revenir à la question que vous m'avez posée, celle de savoir pour quelles raisons on s'éloigne. C'est une décision juste pour vous, réaliste? En principe, si nous nous en tenions qu'à une certaine volonté sincère pour l'État du Cameroun de préserver ses citoyens, ce serait bienvenu. Mais lorsqu'on sait la cacophonie qui a toujours présidé au niveau de l'organisation de toute activité sportive, comme la précédente CAN qui devait avoir lieu en 2019,
et qui s'est éloigné, on en est là finalement à 2002. On a des raisons de se poser suffisamment des questions pour savoir si ce n'est pas peut-être par un certain manque de moyens que l'État camerounais décline le stade est prêt, cette organisation. Certains, pas 100%, mais le stade, il peut être prêt. Le 30 juin, la CAF décide. Voyez-vous, il me semble qu'une compétition sportive ne se joue pas tout simplement au niveau du stade. Oui. Il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en jeu, en l'occurrence des hôtels, sur le plan sanitaire, un certain standing d'hôpitaux pour permettre qu'une telle compétition puisse avoir lieu. Pour cette question-là, moi, je ne voudrais pas beaucoup m'étendre. Lorsqu'on a été quand même habitué à un gouvernement qui est, permettez-moi de le répéter, spécialiste dans la préparation, on devrait, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, comme une volonté peut-être de préserver les Camerounais, s'interroger suffisamment sur les raisons de ce report, qui ne sont d'ailleurs pas expliquées, qu'on n'explique pas par cette pandémie tout simplement. Pour moi, en ce qui me concerne, ça ne suffit pas. Et il y a autre chose, vous voyez autre chose. On a suivi le président de l'Africa Foot parler. Je suppose. Il parle des chiffres qui ne cessent de... Georges Borel, l'explication donnée par le président de l'Africa Foot, Seydou Mbombo Njoya, vous satisfait-elle? Bien, je dirais que concernant l'intervention du président de l'Africa Foot, au sujet de cette annulation, comme je l'ai dit tantôt depuis le début de l'émission, nous sommes toujours là dans un système de tâtonnement. Parce que il me souvient que l'organisation de ce Final Four et de cette finale ne date pas de cette semaine. Donc, ça date depuis au moins 2 ou 3 mois. Non, c'est le 30 juin que le comité exécutif a décidé. Non, c'est le 30 juin que le comité exécutif a annoncé, mais avant le 30 juin, la confirmation, mais avant le 30 juin, il y avait déjà ce souhait pour la CAF de pouvoir... La finale seulement. Voilà, pour la finale. Avant la pandémie, c'était la finale. Et donc, à partir de ce moment... qu'on en vienne à nous dire aujourd'hui que ce n'est que parce que les chiffres ont augmenté. Est-ce que c'est faux par rapport aux chiffres? Ah non, c'est pas faux. Mais sauf que derrière, il faut voir l'entourloupe qui est faite. Vous savez qu'aujourd'hui, seul le stade de Japoma est fini. Oui. Mais toutes les pénétrantes pour arriver au stade, ils ne sont pas finis. Et je vous dirais par exemple, vous êtes parti à Japoma ces derniers temps? Je suis allé à Japoma il y a 2 dimanches. Oui. 2 dimanches. Oui. Et donc, je dirais que, en dehors de l'entrée qui vient de la Dibamba, qui mène au stade, et l'entrée de l'entrée justement de Japoma pour aller au stade, vous avez par exemple la pénétrante Est qui, elle, n'est pas encore finie. Et elle, en ce moment, est même en arrêt. Ça veut dire à partir de ce moment, une finale de Champions League, c'est un stade qui rassemble pratiquement 50 000 personnes. Et donc, l'entrée et la sortie doivent pouvoir avoir une certaine facilité à ce que les uns et les autres qui sont allés à ce stade puissent avoir une aisance de pouvoir se déplacer. Donc, moi, je dis, il y a non seulement la Covid, cette crise, mais il y a également le fait que tous les derniers travaux qui doivent permettre à ce que ce stade soit entièrement livré et les espaces y afférents extérieurs ne sont pas encore terminés. Et donc, ça peut expliquer justement cette décision. Docteur Rifoui, pour Georges Borel, le président de l'Africa Foot n'a pas tout dit. En dehors du Covid-19, il y a ce qu'il évoque là. C'est votre avis? Je constate que M. Georges Est-ce que le stade peut accueillir M. Georges Borel compétition? M. Georges Borel connaît assez mal cette zone-là, que je fréquente pratiquement tous les dimanches. Il y a eu un accord de départ entre le gouvernement du Cameroun et la CAF, et cet accord portait sur l'accueil de la finale. En raison justement de la Covid, la CAF a souhaité que le Cameroun accueille également le Final Four. Le gouvernement n'a jamais donné son accord pour accueillir le Final Four. Le gouvernement n'a jamais donné. Son avis était réservé. Donc, après examen du dossier, le gouvernement a estimé qu'il n'était pas en situation d'accueillir le Final Four et la finale, étant donné les contraintes liées à la date qui était proposée par la CAF, et au fait que les stades devaient être ouverts au public.
Or, le gouvernement ne peut pas prendre sur lui la responsabilité d'ouvrir le stade de Japoma. Ce n'est pas simplement l'afflux de supporters qui viennent de l'étranger, ce sont les populations camerounaises qui vont se retrouver là-bas pour remplir les travées de ces stades. Le gouvernement, en toute responsabilité, ne peut pas prendre sur lui de réunir 50 000 personnes à Japoma quand on sait que c'est à Milan que la pandémie s'est répandue en Italie à l'occasion du match qui a opposé l'Atalanta Bergame à Valence. Donc le gouvernement ne peut pas prendre sur lui d'organiser ces manifestations sportives-là. Maintenant, pour ceux qui supputent de ce qu'il y aurait un agenda caché, il vaut mieux qu'ils nous expliquent eux-mêmes sur la base de quoi est-ce qu'ils fondent ces supputations. Nous, on se contente des explications qui ont été données par le président de la FECAFOOT. Satisfait? Serge Alain, lorsque j'ai dit tout à l'heure que je ne parle pas d'agenda caché, moi j'ai dit, j'estime, comme nous avons été toujours habitués à la cacophonie, comme dit Borrell, à l'impréparation de nos gouvernants, que certainement il y a une autre raison que le Covid-19. J'ai tout à l'heure évoqué le cas des infrastructures routières et communicationnelles, entre autres. Il ne suffit pas d'avoir un stade pour livrer une compétition de ce genre. Est-ce que les hôtels sont prêts aujourd'hui? Les hôtels qui n'étaient pas prêts pour la CAN 2019 sont-ils prêts aujourd'hui? Est-ce que vous avez un plateau technique sanitaire pour pouvoir accueillir ce genre de compétition? C'est bien beau de s'habiliter derrière la Covid-19 qui est une excuse aujourd'hui pour tout, même sur le plan économique. Le gouvernement s'est réfugié aujourd'hui derrière la Covid-19 pour expliquer toutes ces lacunes. Non mais voilà. Je suis désolé. On a encore à une échelle réduite. Hein. Je suis désolé. C'est 4 équipes qu'on va accueillir. C'est 4 équipes qu'il fallait accueillir. Nous avons été, sans les infrastructures dont nous disposons aujourd'hui, nous avons été capables d'accueillir la CAN féminine au Cameroun. Donc, prétendre que c'est en raison d'un déficit infrastructurel que nous avons décliné cette offre, ce n'est absolument pas sérieux. Les infrastructures, en tout cas dans la ville de Douala, les infrastructures sont prêtes. Quid de la pénétrante Est, voilà. dont évoque Georges Borrell. La pénétrante Est n'est pas prête, mais il y a 3 voies d'accès au stade. Je pense que vous le savez. Vous n'êtes absolument pas tenu de passer par la pénétrante pour passer. Vous pouvez entrer par la Total Mbanga Bakoko. Vous avez une superbe avenue qui vous permet d'accéder à ce stade. Donc, ça ne peut pas être un élément. Lorsque le gouvernement et la CAF s'étaient entendus sur l'organisation de la finale, il n'était pas entendu que la pénétrante soit livrée. Elle ne faisait pas partie du cahier de charge. Donc, elle ne peut pas faire partie du cahier de charge aujourd'hui lorsqu'il s'agit de discuter de la réception du Final Four. Ok, Georges Borrell, on n'est pas obligé, selon le docteur Ifoué, on n'est pas obligé de passer par la pénétrante Est. Ça vous convainc? Ça veut dire aujourd'hui, on décide de là où les uns et les autres doivent passer. Ça veut dire, en fait, nous ne sommes plus dans une liberté, nous sommes dans une contrainte. À partir du moment où il y a un stade, à partir du moment où il y a une compétition, je pense que chaque Camerounais ou chaque étranger qui est au Cameroun ou qui est venu au Cameroun pour suivre cette compétition est libre de passer par le chemin dont il estime être le meilleur pour lui. Dès lors où M. Docteur Ifo me dit, il y a la route, quand vous arrivez à la station Godi Bakoko, l'axe chinois qui mène. Oui, mais il faut d'abord arriver là-bas. Déjà, il faut déjà arriver là-bas. C'est la moindre des choses parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, que soit la route de Niala, bien qu'elle ait subi des aménagements, ne cadre pas avec une route qui peut à un moment donné prendre toute une certaine masse de personnes sur ces chemins. Ça, c'est une piste qu'on a juste réaménagée, question de boucher rapidement des trous. Et donc aujourd'hui, me dire, ok, il y a l'entrée de la Dibamba qui donne, mais encore faudrait-il arriver à la Dibamba. Comment on fait pour arriver à la Dibamba si on ne passe pas par la pénétrante Est? Comment on fait? Vous restez, vous envolez, puis vous arrivez à la Dibamba, en ce moment vous avez un bon boulevard, puis vous menez au stade. Non. Je pense qu'il y a également un certain nombre d'opérations qui n'ont pas été tenues jusqu'à présent. Et donc, ces retards créa que nous assistons tous les jours de ce régime fait en sorte qu'à partir de ce moment, on se met derrière la pandémie et on dit relais, ça y est, c'est bon, et hop, on a gagné et la Covid nous empêche d'organiser la compétition. Mais je pense que derrière ça,
il y a également toujours cet imbroglio. Voilà, on revient donc à la sortie de l'honorable Jean-Michel Nithieu. Il dit thermomètre infrarouge 25 000 francs, non, 15 000 francs contre 25 000 francs en pharmacie. 150 000, pardon. 150 000 contre 25 000 francs en pharmacie, soit 6 fois plus cher et une différence en valeur absolue de 125 000. Masque chirurgical, 1000 francs contre 400 en pharmacie. Lunettes de protection, 14 500 francs contre 500 en pharmacie, soit 29 fois plus cher et une différence en valeur absolue de 14 000 francs CFA l'unité. Combinaison de protection, prix mercurial, 80 000 francs contre 15 000 francs en pharmacie. Docteur Rifoué. Oui, je pense qu'il y a un problème général. Demande qu'une enquête soit diligentée, que des enquêtes même. Oui, je ne vais pas me situer au niveau de l'honorable Jean-Michel Nithieu. Il y a une mercuriale au Cameroun et la pratique constante est que les prix que vous avez dans la mercuriale sont des prix souvent beaucoup plus élevés que les prix qui sont pratiqués sur le marché, pour un ensemble de raisons qu'on avance souvent, les retards dans les paiements, ainsi de suite. On peut le regretter, mais ça ne signifie absolument pas qu'il y ait détournement. C'est-à-dire à partir du moment où ce sont des prix homologués, on ne peut pas parler de détournement de fonds, puisque ce sont des prix que le gouvernement lui-même a fixés. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est nécessaire que l'État continue à acheter à des prix beaucoup plus élevés que ceux du marché? Ça, c'est une autre question et ça ne concerne pas simplement l'acquisition des matériels liés à la Covid-19. C'est une question générale qui se pose à l'État et qui se pose à nous tous. À titre personnel, je serais pour que l'État ne paye rien à un prix supérieur à 10% au prix du marché. Ça, je dis à titre personnel, parce que cela ne se justifie pas, c'est de l'argent qui pourrait servir à autre chose. Maintenant, il faudrait que l'État, les partenaires, notamment le JICAM et les autres partenaires, s'asseyent pour mener une réflexion globale là-dessus. Mais je dis, ça ne concerne pas seulement la Covid. C'est une problématique générale parce que l'État achète souvent une boîte de lait qui vous coûte 12 000 francs à 58 000. Voilà, l'État achète un stylo qui coûte 100 francs à 1000 francs. Un ordinateur qui va coûter 150 000, l'État est capable de l'acheter à 1,5 million. Donc, c'est un vrai souci, mais c'est une décision qui doit être prise de réviser tous les prix. Mais si on révise les prix, il faut aussi être capable de payer de manière plus régulière les marchés, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas les délais d'attente de 2-3 ans qui sont une porte ouverte aux pratiques de corruption. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, Maître Kenyé, ce gap, on va le dire comme ça, ce gap entre la mercuriale, qui est connue, et les prix en pharmacie. Restons sur le cas Covid. Ces gens-là, il faut bien dire aux téléspectateurs qu'en réalité, les marchés au Cameroun sont gouvernés par le Code des marchés publics. Et la mercuriale, comme l'a si bien dit Dr Rifoué. Mais il se trouve que du fait de la nouveauté de cette pandémie, je ne puisse pas croire qu'une mercuriale existe, qui soit arrimée à ça. Et c'est pour cela que les gouvernants camerounais, les fonctionnaires en profitent pour s'en mettre plein les poches. Vous êtes sans ignorer que ces marchés sont du fait de l'urgence, passés de gré à gré, ce qui est toujours prévu dans le cadre dans le code des marchés publics. Naturellement, vous savez comment ça se passe. Donc il y a une certaine négociabilité entre le détenteur de la signature sur ce marché qui se passe de gré à gré. C'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre qu'un produit qui coûte 25 000 francs en soi, revendu à l'État camerounais à 150 000 francs, c'est un véritable scandale. Donc sur ce plan, l'honorable Nithieu a bien raison de s'interroger et demander qu'une enquête soit ouverte là-dessus. On ne peut pas quand même passer tout le temps à spolier autant les Camerounais, alors qu'on a de la peine tout simplement à apporter des soins, n'est-ce pas, au moment du Covid, comme dont je vous ai dit tout à l'heure, on pris la clé des champs du fait que même au niveau des hôpitaux publics, ils sont plus la plupart rançonnés, alors et surtout que l'État proclame et déclame que la prise en charge est totalement gratuite. Donc il a parfaitement raison, on devrait véritablement... Encore, quelle enquête a déjà abouti au Cameroun? Il ne peut que crier
le gouvernement camerounais dira le chien à boire la caravane passe, comme par le passé. Georges Morel, sur l'honorable Nietzsche, il se dit qu'à défaut d'une enquête, une commission parlementaire, on peut au moins diligenter des enquêtes pour voir un peu plus clair dans ce qui se passe autour de ce Covid-19. Je crois que le député devait déjà savoir que la chèvre broute là où elle est attachée. Même si on nous apprend que c'est là où le serpent vient généralement la morde. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le docteur Rifo vient de nous faire une présentation assez élogieuse de la course des marchés au Cameroun. Mais j'ai envie de pleurer à chaque fois que je vois ça. Vous imaginez qu'aujourd'hui, une blouse qui coûte 15 000 francs a été facturée 85 000. C'est ce que j'ai bien entendu. Et je passerai sur le reste. Ceci démontre tout simplement la volonté, à un moment donné, de ceux qui gèrent les biens publics, ceux qui gèrent notre argent, l'argent de nos impôts, justement, cette notion à pouvoir derrière s'enrichir. Certes, il a dit, au vu de la nomenclature des marchés et comment les marchés se déroulent au Cameroun, retard dans le paiement. Et retard dans le paiement et tout, c'est pas de la corruption. Mais seulement, c'est pas de la corruption, mais c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Dans la mesure où rien n'empêche à l'État camerounais, jusqu'à présent, rien n'empêche à l'État camerounais qu'un marché qui est livré le 1er juillet, que l'État camerounais puisse payer ce prestataire le 30 juillet. Rien ne l'empêche. Et encore que le ministre des Finances nous l'a dit, les finances, la dette du Cameroun est soutenable. Et donc, les finances au Cameroun ont suffisamment de liquidités pour pouvoir pallier un certain nombre d'éventualités. Et à partir de ce moment, lorsqu'on en vient à lire le communiqué du député, mais on a même de vouloir le suivre pour dire effectivement il faut des enquêtes. Mais au Cameroun, on sait que l'enquête commence le soir et ça s'arrête après que nous soyons tous morts. Donc, ça n'arrive jamais. Les conclusions. Et même quand les conclusions arrivent de l'enquête, c'est plutôt un communiqué qu'on nous sort. C'est-à-dire, ce n'est pas un rapport d'enquête, mais c'est plutôt un communiqué. Vous parlez de quoi, là? Qu'on nous sort. Vous savez très bien de quoi je parle, je ne vais pas revenir dessus. Donc, à partir de ce moment, j'estime que aujourd'hui, où nous sommes, il est clair qu'à un moment donné, que l'État arrête d'être un État dépensier. Que l'État arrête pour une maladie si grave. Nous l'avons dit tout à l'heure. Docteur Rifoué l'a condamné. Hein. Docteur Rifoué ne peut que faire semblant de condamner quelque chose qui est fait par ses camarades. Donc, en d'autres termes, il ne condamne rien. C'est juste une entourloupe. C'est tout. Maintenant, ce qui est clair et net, c'est que nous, au niveau de l'opposition camerounaise, nous, au niveau justement des personnalités qui essayons de suivre le quotidien et tout, je vous rappellerai en passant, et à Dr Rifoué et aux téléspectateurs, que au mois de mai qui est passé, le PUS a perdu son secrétaire général de la Covid. Justement, un jeune homme de 37 ans qui s'est vu partir comme ça à cause justement du fait que, une fois rendu au niveau des hôpitaux, comme il disait, je n'ai pas voulu embrayer tout à l'heure, comme il disait, il n'y avait pas de respiratoire. Il fallait qu'on débranche un respiratoire à gauche pour pouvoir donner une portion à droite, etc. Et le pauvre, il est parti. Et aujourd'hui, quand on voit ces dépenses, quand on voit ce que le député décrit, on dit que l'État du Cameroun doit arrêter d'être un État dépensier dans justement ce système qui permet, tout en étant dépensier, de récupérer derrière et d'être dans le système, n'est-ce pas, de la chèvre qui broute là où elle est attachée. Bon, première chose, la soutenabilité ne signifie pas disposer de liquidités pour justement pouvoir liquider la dette. La soutenabilité, ça signifie que vous êtes capable de rembourser les échéances à moyen ou à long terme. Donc, lorsque le ministre dit que la dette est soutenable, ça ne signifie pas que le Cameroun dispose des liquidités nécessaires. La preuve, c'est que nous avons dû recourir au FMI
pour emprunter 135 milliards parce que nous avions des difficultés de trésorerie. Donc le Cameroun n'a pas d'argent à gaspiller. Et je rappelle encore que la circulaire que le président de la République a promulguée relative à la préparation du budget 2021 indique clairement qu'il faut faire des économies. Et faire des économies, c'est généralement sur le carburant, c'est sur l'achat de véhicules, ainsi de suite. Personne, contrairement à Borrell, qui manifestement est le garant de ma sincérité, personne ne peut admettre que l'État soit dispendieux, surtout lorsque cela ne se justifie pas. Parce que ce sont des situations qui profitent à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Et nous, RDPC, nous ne cautionnons pas ces pratiques-là. Donc je dis, c'est une problématique générale. Je rappelle à l'intention de mettre que la pratique, lorsque vous avez de nouveaux matériels qui arrivent, c'est qu'ils sont inscrits dans la mercuriale au moment où on va passer les marchés. Okay. Et parfois, ce sont les entreprises privées ou les structures privées qui proposent les prix. Mais généralement, elle va être introduite dans la mercuriale avant que le marché ne soit passé, que ce soit en gré à gré, comme c'est le cas dans les marchés de la Covid, ou que ce soit avec appel d'offres dans les procédures plus classiques. Donc, il y a nécessairement des prix qui se trouvent dans la mercuriale et je suppose, pour rester de bonne foi, je suppose que ces prix ont été respectés. Okay. Maintenant, il faut réfléchir de manière globale à ramener ces prix à des proportions raisonnables. Moi, je dis, de mon point de vue, pas plus de 10% du prix du marché. Merci, merci. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangaou, il est déjà là. Sûrement, cette affaire est plus de Final Four du côté de Japoma, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir. Bonsoir Serge-Alain, oui, vous l'avez dit, le stade de Japoma va encore attendre pour son bal d'inauguration. Ce sera en tout cas par les matchs de la Ligue des Champions. Le Cameroun, le gouvernement, n'a pas marqué son accord pour abriter le Final Four, demi-finale et finale de cette prestigieuse compétition sur le continent, alors que beaucoup de supporters fans de football au Cameroun avaient commencé à jubiler, sachant que le Cameroun allait abriter cette finale dans ce qui est qualifié aujourd'hui l'un des plus beaux stades de football en Afrique. Il faudra sans doute peut-être attendre la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est dans un peu plus d'un an maintenant. Nous parlerons de cela dans cette édition de 100% Foot, mais surtout, nous vous dirons quelles sont les raisons exactes du désistement du gouvernement camerounais dans l'organisation de ce Final Four au stade de Japoma, dans la ville de Douala, en dehors de la pandémie de la Covid-19. Ah, donc il y a d'autres raisons, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Il y a d'autres raisons, Serge-Alain. Ah oui. Nous en parlerons dans cette édition de merci. 100% Foot. Voilà, merci. C'est tout à l'heure Sylvestre Hippolyte Zangaou et toute la team. Vous allez voir la nouvelle disposition. Il sera là avec ses invités. Sylvestre Hippolyte Zangaou, ce sera 100% football avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Après Equinox Soir, émission d'utilité publique. Borrell. Bien, je crois que... Vous êtes d'accord avec Sylvestre? L'histoire finit par me donner raison. Et donc, certes, je ne suis pas le garant de la sincérité du docteur Ifoué, mais la visibilité que nous avons, comme je disais tantôt, et un certain nombre d'informations nous permet de pouvoir penser justement que ce n'était pas que de la Covid-19. Et là, justement, les téléspectateurs d'Equinox après Equinox Soir vont avoir l'information totale dont nous avons eu la primeur de pouvoir donner à Equinox Soir ici. Et le professeur et le docteur Ifoué ne viendra pas justement nous démentir là-dessus. Okay. Donc, voilà. Merci, merci. Docteur Ifoué, on arrive au terme de l'émission. Oui, comme je l'ai indiqué... il y a d'autres raisons en dehors du Covid? Il y a d'autres raisons en dehors du Covid. Non, je m'en tiens à la communication officielle qui a été faite par la FECAFOOT. Je n'ai pas de raison de penser qu'il n'ait pas exposé toutes les causes qui les aient amenés à se rétracter. De toutes les façons, il faut bien le dire, c'était une offre. Le gouvernement n'était en rien tenu d'accéder à cette demande. Donc, je ne vois pas pourquoi on en fait tout un foin. Ok. Maître Kenyé. Serge-Alain, permettez-moi plutôt de faire un petit hors-sujet pour demander à ceux qui tiennent captifs nos amis politiques, dont le vice-président Mamadou Mouta a bien vouloir les libérer. Je voudrais aussi en profiter pour adresser mes condoléances à l'un de nos amis politiques, Fotso, qui a perdu son épouse et son bébé au cours de l'accouchement. Et ce n'est pas un cas isolé. J'ai aussi un confrère promotionnaire qui a perdu membre du RDF
qui a perdu son épouse dans les mêmes circonstances. Et j'en ai cité comme ça, pêle-mêle. C'est vraiment déplorable qu'en donnant la vie, on perd la sienne. Il faut que l'État se penche là-dessus. Je crois qu'au XXIe siècle, au niveau du Cameroun, on ne devrait plus pouvoir mourir ainsi. Voilà. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, Georges Borel. Merci à vous, docteur Ifoui. Merci à vous également, maître Fabien Kenyé. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. La première de la semaine, bien évidemment. Et qu'il en soit. Bonsoir, Vogada.